Faire naviguer des billes de médicaments dans le sang grâce à des champs magnétiques, est-ce la médecine du futur ? Une libellule, grosse comme la main, vient d'être découverte. Un astéroïde qui nous force à repenser notre protection planétaire. Et une nouvelle source de méthane découverte, mais que l'on pourrait facilement colmater. De nouveaux microprocesseurs pour réduire l'impact de l'IA sur le changement climatique. Et faire du sport pour mieux procréer, c'est un résultat surprenant. Un programme chargé aujourd'hui. Très chargé. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas. Bienvenue dans cette émission qui s'appelle Avec des Si, émission d'actualité scientifique qu'on vous présente non plus une fois par mois comme c'était le cas l'année dernière, mais 2 fois par mois, tous les premiers et 3e lundis de chaque mois. Eh oui. On vous souhaite aussi une bonne année 2026. Bonne année Viviane, bonne année tout le monde. Bonne année tout le monde. Et tout au long de l'émission, de chaque émission, on vous propose de deviner notre actu mystère que l'on révélera à la fin. Et cette fois-ci, on cherche un animal. Thomas, tu as un premier indice ? Ouais, je suis un animal nouvellement identifié par les scientifiques, non pas grâce à ma couleur orange fluo, mais plutôt grâce à mon chant nuptial très sophistiqué. Réponse en fin d'émission. Et on commence avec notre actualité, la grosse actualité du jour. C'est cool, mais on ne s'emballe pas. On discute cette fois-ci de capsules de médicaments. Et je te montre cette image, Viviane. On dirait une simple bille, un peu plus grosse qu'un grain de sable. Pourtant, c'est un transporteur de médicaments ultra sophistiqué. On peut la guider à distance dans le sang grâce à des champs magnétiques, l'immobiliser pile au bon endroit pour livrer sa cargaison avant qu'elle ne se dissolve. Oui, ça a l'air futuriste, de la science-fiction. On n'est pas dans Matrix avec la pilule rouge ou bleue. C'est peut-être le futur de la médecine ciblée. On vous parle d'une percée qui a été faite par l'ETH de Zurich, qui vient d'être publiée dans le journal Science. Ouais, alors quel intérêt de développer ce genre de technologie ? En fait, les chercheurs nous expliquent qu'environ 30% des médicaments échouent en essais cliniques à cause de leur toxicité. Aujourd'hui, la plupart des traitements sont systémiques, c'est-à-dire que tu avales une pilule, elle va agir un peu partout en fait dans notre corps, même là où elle ne devrait pas servir finalement, et ça peut entraîner des effets secondaires. L'objectif d'une technologie comme celle-là, ce serait d'administrer de plus petites doses de médicaments directement dans les zones concernées et ainsi diminuer ces effets secondaires potentiels. Oui, on en parle souvent d'ailleurs pour les traitements de chimiothérapie pour le cancer. On sait la chimiothérapie est très délétère même pour les cellules saines, donc idéalement on voudrait livrer le médicament juste là où il y en a besoin. Alors concrètement, comment est-ce que ce micro-robot, cette bille, cette particule, appelez-le comme vous voulez, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors c'est une petite capsule sphérique qui fait moins de 2 mm, qui est faite de gélatine biodégradable et à l'intérieur on trouve 3 ingrédients. Premier ingrédient, des nanoparticules d'oxyde de fer, parce qu'on vous l'a dit, c'est des champs magnétiques qui arrivent à guider la particule dans les vaisseaux sanguins, donc il nous faut quelque chose de magnétique pour arriver à la guider. Ensuite, on a du tantale. Le tantale, c'est un métal qui permet aux médecins de voir la capsule au rayon X en temps réel pendant que la capsule voyage dans le corps humain, et ça avec une précision de l'ordre du millimètre. Et évidemment, 3e ingrédient, le médicament, parce qu'il faut bien qu'on aille délivrer quelque chose. Donc, 3e ingrédient, le médicament. Alors, pour faire bouger une bille avec des champs magnétiques sur le papier, ça paraît pas très compliqué un champ comme ça. magnétique, quelque chose de métallique. Et voilà. Comme ça sur le papier, ça paraît simple. Mais par contre, la faire remonter dans une artère avec un bon gros débit sanguin, ça me semble... Je suis pas un expert, beaucoup moins que toi, tu veux nous en parler juste après. Quand même un cauchemar pour ce genre de micro-capsule, sachant surtout qu'en fait, il faut essayer de combattre le débit sanguin, donc aller contre le flot, contre le courant, donc ça me paraît quand même assez compliqué. Mais surtout combattre le courant, mais même aller dans le sens du courant, ça va tellement vite, c'est très difficile de guider la particule pile dans la bonne intersection, parce qu'il y en a plein des intersections le long des vaisseaux sanguins, donc c'est très difficile. Là, ce qu'ils ont développé, c'est qu'ils ont conçu une machine qui s'appelle Navion, qui est un système de bobines électromagnétiques qui permet de créer un champ magnétique dans toutes les directions et ça leur permet de guider leur bille comme une tête chercheuse. Et ils ont développé 3 modes de déplacement différents pour cette bille, pour cette capsule. Premièrement, si la capsule est contre la paroi d'un vaisseau, on peut utiliser un champ magnétique qui va être rotatif, comme pour faire rouler comme une roue sur une route, ce qui lui permet d'avancer assez précisément. Par contre, évidemment, il faut que le flot sanguin soit extrêmement ralenti en amont, parce que sinon, elle va se faire emporter. Et on ralentit le flot sanguin avec un cathéter ballon. Alors le cathéter ballon, si jamais vous ne le savez pas, c'est un cathéter, donc c'est un long tube de plastique, et puis qui a une membrane autour que l'on peut gonfler pour qu'elle grossisse, au point où elle va prendre toute la place du vaisseau sanguin, et donc le boucher. Donc le sang ne circule plus, et tout devient statique. Et donc ça, c'est une pratique assez courante en médecine quand on a besoin de stopper le flot sanguin. Donc c'est une technique qui est souvent utilisée dans ce genre de technologie. Deuxième moyen de locomotion,
on utilise la force du gradient magnétique pour la tirer. Et enfin, troisième façon de faire, pour les zones où le débit est vraiment rapide ou bien on ne peut pas utiliser le fameux cathéter ballon, eh bien on va utiliser le courant à l'avantage de la capsule. Donc ils vont laisser la capsule dériver et utiliser le magnétisme comme un gouvernail juste pour lui faire prendre la bonne sortie à chaque intersection. Et ils ont testé le fait que ils étaient capables de guider leurs particules dans des modèles de pores et ils ont testé leurs 3 méthodes de déplacement de la particule. Donc ce que vous voyez là, ce sont des images de fluoroscopie, donc des rayons X. On est ici dans les vaisseaux sanguins du cochon. On voit le cathéter qui va amener la particule et en rose, ce sont les vaisseaux sanguins dans lesquels on veut faire naviguer la particule. Dans ce cas-ci, le flot sanguin est stoppé par un cathéter ballon que vous pouvez voir ici, ce qui permet de tester le déplacement de la particule qui roule. Puis ensuite de tester le déplacement avec la bille qui est tirée par la force magnétique. Et pour le dernier moyen de déplacement, le cathéter ballon est retiré. Il y a alors un flot sanguin bien plus fort que la force de la bille. Donc on voit que la bille est emportée par le flot, mais on arrive quand même à l'orienter dans la bonne direction. Et une fois que la bille est arrivée à l'endroit désiré, l'idée, c'est d'arriver à libérer le médicament. Mais là, libérer le médicament, il n'y a pas de bouton on-off, évidemment. Donc les chercheurs, ce qu'ils ont imaginé comme technique, c'est d'appliquer un champ magnétique à haute fréquence qui ferait vibrer les nanoparticules de fer à l'intérieur de la bille, produisant alors de la chaleur. La gélatine fond et le médicament est libéré instantanément, exactement à cet endroit-là. Là, la partie libération, c'est en une quarantaine de secondes pour avoir une dissolution complète, mais cette chauffe n'a pas été testée en situation réelle, ça a été testé qu'en laboratoire et on ne sait pas jusqu'à quelle température cela monte, à quel point est-ce que c'est dangereux pour les tissus environnants, etc. etc. Donc encore beaucoup de recherches, mais c'est le moyen de libération qu'ils imaginent en ce moment. Et côté humain, comme tu le disais, on se limite à des tests in vitro. Les scientifiques ont utilisé un modèle de vaisseau en silicone, qui est une réplique exacte de l'artère cérébrale moyenne d'un patient. Et ils ont réussi quand même à diriger leurs particules là où ils le souhaitaient, notamment en choisissant le bon chemin à 2 intersections. Oui, et autre élément intéressant, ils ont aussi placé un caillot de sang humain à l'intérieur de ce modèle artificiel pour simuler un accident vasculaire cérébral. Ils ont fait circuler la capsule dans ce modèle et ont observé un début de débouchage de l'artère en seulement 7 minutes et demie après la libération du médicament par la capsule. Donc là, Viviane, clairement, moi j'étais très emballé par cette étude parce que très bio, révolutionnaire, oh my god 2026, new year, new traitement genre. Et en fait, toi t'étais beaucoup moins emballé que moi. En fait, tu m'as un petit peu ramené les pieds sur terre. Ouais, tout à fait. En fait, il se trouve que ce sujet-là, je le connais particulièrement bien parce que mon premier laboratoire de recherche dans lequel j'ai travaillé il y a plus de 15 ans maintenant est le laboratoire qui a fait la première mondiale à ce sujet. Ça a été les premiers à arriver à guider une bille magnétique à l'intérieur d'une aorte, je pense, de cochon à l'époque. Et on faisait ça, nous, avec des champs magnétiques issus de l'IRM. Donc, pas exactement la même technologie d'application de champs magnétiques, mais c'est le même principe. Et cette équipe de recherche, ça fait partie des concurrents de mon ancien laboratoire. Donc, je connais particulièrement bien le sujet. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est, je la trouve très chouette, parce qu'il y a plein de nouvelles choses. Mais il y a un mec qui arrive. Mais il n'y a pas les nouvelles choses qui bloquaient il y a 15 ans qui ont été résolues. Donc, voilà, je vais vous lister quelques petites limites parce que moi, ma nostalgie fait que j'ai envie de vous en parler. Et aussi parce que je suis assez étonnée de ne voir quasiment aucune limite qui soit listée dans cet article. Un article de Science qui sont des limites assez importantes qui me semblent être nécessaires de citer. Déjà, première limite majeure, c'est la miniaturisation. Là, on est à 1,69 mm de diamètre pour une particule. Ça a l'air petit, mais en fait, c'est très très gros. Parce qu'à cette échelle-là, un médecin qui est habitué, il peut vous faire la même procédure pour plus vite et beaucoup moins cher. Donc, le vrai intérêt de cette technologie, il n'est pas maintenant. Il va être décuplé si on accède à des zones où le médecin ne peut pas aller par lui-même. Et donc, la miniaturisation de ces robots, de ces billes, appelez ça comme vous voulez, indispensable, c'est absolument indispensable. Mais il y a 15 ans, on était déjà dans ces diamètres. On n'a pas miniaturisé en 15 ans. Donc, voire même un peu plus petit. Il me semble qu'on était un petit peu plus petit. Et c'est dire à quel point c'est difficile de miniaturiser. Et pourquoi c'est si difficile ? Alors, pour plein de raisons. Une des raisons, c'est qu'il faut être capable de guider ces dites billes. Et pour être capable de les guider, il faut d'abord les voir. Et donc, pour ça, on utilise des appareils d'imagerie. Ici, c'est un fluoroscope avec des rayons X. Nous, on utilisait une IRM, mais c'est à peu près la même chose. Mais les rayons X sont très néfastes ? Alors, les rayons X, c'est néfaste, c'est connu, mais on n'est pas à ces problématiques-là, à cette échelle-là pour l'instant.
Là, c'est ma vision de biologiste. C'est ça. C'est néfaste si c'est utilisé en très grande quantité. Okay. Donc, est-ce que ce serait le cas? Je ne sais pas. Mais là, la plus grosse limite, c'est pas le côté néfaste, mais plutôt que plus la particule est petite, moins on la voit. Et là, sur ça, il le démontre. D'ailleurs, regarde cette image. À 1,69 mm de diamètre, on la voit. Mais si on réduit la taille, là, tout d'un coup, ça ne marche plus. Or, les particules se déplacent tellement rapidement dans les vaisseaux sanguins qu'il faut qu'on puisse adapter en temps réel la force magnétique en fonction du positionnement de la bille. Si on ne la voit pas, on ne peut pas ajuster la force. Parce que des fois, il faut la tirer en haut, des fois, il faut la tirer en bas, à droite, à gauche, etc. Donc, cette vision de là où est rendue la bille est absolument nécessaire. Donc là, on a un problème de miniaturisation. Ça, c'est une limite technologique assez dure. Puis là, instinctivement, je te dirais, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter du tantal pour pouvoir voir justement cette bille-là? Tout à fait. Ça va être... mais on arrive dans une autre limite technologique là cette fois-ci. Parce que si on augmente la quantité de tantal, on a moins de place pour le médicament, ce qui est dommage, c'est un petit peu le but. Ou alors moins de place pour l'oxyde de fer. Et l'oxyde de fer, c'est lui qui permet de guider la particule avec les champs magnétiques. Or, la force magnétique qu'on est capable d'appliquer est proportionnelle à la quantité d'oxyde de fer. Donc, si on réduit la quantité d'oxyde de fer, on ne peut plus la guider. Si on réduit le tantal, on ne peut plus la voir. Si on réduit le médicament, on ne peut plus soigner. Donc, c'est ça les limites technologiques dures qu'on a, qui sont très difficiles à résoudre. C'est que la miniaturisation est très difficile d'accès. Mais surprenamment, ça a été quand même publié dans Science. Oui. J'avoue que je m'explique pas trop l'absence de limites et je sais pas par qui ça a été reviewé, mais voilà. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose de si prometteur que ça tant qu'il y a des limites technologiques qui n'ont pas été cassées. Et bien évidemment, avant de passer à l'humain, on revient côté bio. Une étape cruciale sera de surveiller précisément comment le corps va éliminer les restes de ces nanoparticules pour s'assurer qu'il n'y a aucune accumulation toxique à long terme. Moi, c'est l'une des premières choses que je me suis dit, ok, ça chauffe, puis ça fond. Le médicament est là, mais les restants, ils ne vont pas se dissiper comme ça par magie. Il faut bien que ça aille quelque part. Donc, et c'est très logique de se poser cette question. Je dirais que la technologie est tellement loin que c'est pas elle est vraiment pas primordial à l'étape où on en est. Ça a l'air peut-être pessimiste tout ce que je dis, moi j'adore cette recherche, je la trouve vraiment cool, mais faut avoir conscience que non, on est quand même assez loin d'un passage chez l'humain qui soit plus efficace qu'un médecin ne sait le faire. C'est ça vraiment la différence. Et on revient à notre actualité mystère, on passe quand même un peu à la suite. On y est allé fort sur celle-là. Tu nous rappelles le premier indice, tu nous en ajoutes un? Ouais, nouvel indice. Le premier, c'était « Je suis un animal nouvellement identifié par les scientifiques, non pas grâce à ma couleur orange fluo, mais grâce à mon chant nuptial très sophistiqué. » Et le deuxième indice, « Je suis un animal de la classe des amphibiens, si petit qu'on pourrait me confondre avec un petit insecte. » Réponse en fin d'émission. On poursuit avec une section en collaboration avec le magazine Québec Science. Québec Science, c'est un magazine québécois d'actualité scientifique et de vulgarisation destiné au grand public. Et chaque année, il propose un concours dans lequel vous pouvez participer pour choisir la découverte de l'année. Et pour l'occasion, l'équipe de Québec Science nous a proposé une collaboration pour vous présenter les fameuses 10 découvertes de l'année 2025. On vous en présente 5 dans cette émission et 5 dans la suivante, le premier lundi de février. Et ce sera à vous de choisir votre préféré et d'aller voter. On vous met évidemment toutes les informations en description. On commence avec la toute première découverte, une libellule surgie du passé. Ouais, tout commence à l'été 2023 dans les Badlands de l'Alberta, au parc provincial Dinosaur. Une équipe effectue des fouilles à la recherche d'os de dinosaures. Jusque-là, rien d'anormal pour un groupe de paléontologues. On s'attend à ce qu'ils fassent ça. Et là, un étudiant casse un caillou et tombe sur un fragment de roche de 5 cm strié de nervures étranges. Au départ, l'équipe pense à une feuille fossilisée. Ouais, mais cette feuille est trop bizarre, trop régulière, trop symétrique. Et en comparant avec la littérature en entomologie fossile, l'équipe comprend que c'est une aile de libellule datant de 75 millions d'années, soit la période du Crétacé. Aucun fossile de ce type n'avait été trouvé au Canada. Elle est baptisée Cordualadensa acorni, en hommage à John Acorn, un communicateur scientifique de l'Alberta. Et ce n'est pas un petit insecte discret, elle mesurait la taille d'une main humaine et planait comme les libellules migratrices actuelles. Et on imagine qu'elle servait aussi de proie aux petits dinosaures comme les raptors. Ouais, ce qui est fascinant dans cette recherche, c'est la méthodologie. En fait, pendant un siècle, les chercheurs n'ont rien trouvé en fait dans ces couches, simplement parce qu'ils ne cherchaient pas à la bonne place. Ils ne cherchaient que des os de dinosaures ou des feuilles. Et cette découverte permet de combler un vide de 30 millions d'années dans la lignée évolutive des libellules.
J'ai pas le droit de le dire parce qu'il faut que je reste objectif, mais c'est quand même une de mes activités, une de mes découvertes préférées. Tu triches. On essaye de contrebalancer avec une deuxième découverte très très cool aussi. L'événement qui a changé notre vision des astéroïdes. Et là, on change complètement d'échelle. Direction le ciel. Ouais, nous sommes le 13 février 2023. Un astronome hongrois détecte un petit point lumineux. Quelques heures plus tard, un astéroïde de 650 kg, large d'à peine 1 mètre, va frapper la Terre en Normandie. À l'époque, ça avait fait la une des médias locaux. Ouais, 650 kg pour 1 mètre. C'est énorme. Très lourd c'est pour énorme. un truc aussi petit à l'échelle astronomique. Imagine quasiment la moitié de notre taille, ou nous en boule, mais 650 kilos, quoi. C'est monstrueux comme densité. Ouais. Et là, 97 chercheurs de 22 pays se mobilisent, et pour la première fois, on va suivre toute la vie d'un astéroïde, de son orbite spatiale jusqu'à son analyse en laboratoire, après la récupération de plus de 100 fragments au sol. Et ce qui est surprenant dans cette étude, c'est que, contrairement à la plupart des objets célestes qui s'effritent graduellement, 2023 CX1, c'est le petit nom de cet astéroïde, est resté intact durant presque toute sa descente avant d'exploser brutalement à seulement 28 km d'altitude. C'est pas haut. Il perd alors 98% de sa masse d'un coup et libère une onde de choc disproportionnée par rapport à sa taille. Ouais, cette découverte a permis d'identifier une nouvelle catégorie d'astéroïdes qu'on ne connaissait pas. Petit, compact, mais potentiellement bien plus dangereux pour les zones habitées que ce qu'on pourrait penser. Et donc ça force désormais les agences spatiales à repenser les stratégies de défense planétaire, parce que des objets que l'on jugeait autrefois inoffensifs de par leur petite taille, pourraient en réalité causer des dégâts assez majeurs. On dirait vraiment le pitch de la suite du film d'Armageddon. Est-ce que ce serait celle-là, la nouvelle préférée ? Peut-être. Troisième découverte, on revient sur Terre cette fois-ci, avec des puits de pétrole qu'on considérait comme inactifs et qui finalement, Ouais. Ils éjectent 7 fois plus de méthane que prévu. Ouais, c'est un sujet assez brûlant. On pensait jusqu'à maintenant que lorsqu'un puits de pétrole est inactif, c'est fini, on peut passer à autre chose. Pas tout à fait. Le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques du Canada estimait les fuites de méthane de ces puits à 34 kilotonnes par année. On rappelle quand même que le méthane est un gaz à effet de serre très puissant qui contribue aujourd'hui au réchauffement climatique mondial. Sauf que une équipe de recherche a décidé d'aller vérifier sur le terrain en allant visiter plus de 500 puits à travers tout le pays. Résultat, les émissions réelles de méthane seraient de 230 kilotonnes par an, soit près de 7 fois plus que l'estimation du gouvernement canadien. Oupsi. Ouais, alors pourquoi une telle différence ? Parce que les estimations officielles reposaient sur des bases de données de l'industrie, alors que l'équipe de recherche a effectué des mesures directement sur le terrain, donc beaucoup plus précises, plus viables, plus nombreuses, parce qu'ils ont ratissé littéralement tout le pays. Donc voilà, précision des résultats. Alors d'où vient ce rejet de méthane ? Principalement d'une perte d'intégrité structurelle du puits. Donc on pourrait réussir à colmater pour lutter concrètement contre les changements climatiques, sachant que seulement 2% des puits sont responsables de 98% des émissions. Donc si on trouve les 2% en question, on règle une grosse partie du problème. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Un vieux puits ne fuit pas forcément plus qu'un jeune, donc il faut aller les mesurer individuellement. Ouais, puis cette découverte démontre que la lutte contre les changements climatiques passe aussi par la gestion des infrastructures du passé. Et ça, c'est quand même un angle qu'on ne pense pas toujours, donc c'est très intéressant. Ce serait peut-être celle-là, finalement, la découverte préférée. On va savoir, à moins que ce soit la 4e, qui parle d'une IA plus verte grâce à une puce optique ultra efficace. Ouais, on estime que l'intelligence artificielle consomme 2% de l'électricité mondiale, autrement dit un vrai gouffre énergétique, et une part qui explose avec la demande, et ça va continuer en 2026 et dans les années qui arrivent. Une équipe de recherche s'est attaquée à un des enjeux majeurs, les microprocesseurs. Tu sais, c'est ce qui permet d'avoir une puissance de calcul dans les serveurs beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante. Plus ces microprocesseurs sont puissants et plus la photo d'un chat avec une médaille autour du cou en train de faire du ski en haut des Alpes est produite plus rapidement, tu vois, genre. Oh, je vois le genre, très utile. Très utile. Mais mauvaise langue, il y a beaucoup d'IA qui sont utiles aussi pour la recherche, c'est vrai. Ne l'oublions pas. Il n'y a pas que des chats. Ils ont mis au point une puce optique aussi fine qu'un cheveu, capable de transférer environ 20 fois plus de données que les technologies optiques actuelles les plus performantes. Et surtout, peu gourmand en termes d'énergie. Tout ça grâce au développement d'un nouveau type de modulateur, cette partie du processeur qui permet de transformer le signal électronique en signal optique. Alors c'est cool, mais on s'emballe pas, comme dirait l'autre. Cette technologie est encore au stade expérimental, mais elle pourrait être intégrée dans des centres de données d'ici quelques années.
affaire à suivre. Oui, et alors peut-être que finalement ce sera la 5e découverte, la préférée, celle qui bouscule un dogme en biologie, notamment le muscle serait un nouvel acteur de la fertilité. Ouais, puis tu sais, en science, on aime ça, mettre des petits coups de pied dans la fourmilière et déranger un petit peu. Et depuis les années 1980, on pensait que la fertilité reposait uniquement sur les échanges hormonaux entre le cerveau, une petite glande qu'on appelle l'hypophyse, et les organes reproducteurs. Un exemple d'hormone que je te donne, la FSH, qui est indispensable pour la maturation des ovules et des spermatozoïdes. Oui, mais une équipe a découvert que nos muscles communiqueraient directement avec notre système reproducteur. Chez la souris, la myostatine, qui est une protéine produite par les muscles, stimule la production de l'hormone dont tu viens de parler, la FSH. Ouais, cette découverte change vraiment notre vision du muscle. On pensait que c'était simplement un organe qui nous permettait de pouvoir bouger et de prendre des objets, etc. En fait, il serait capable, en plus de ça, d'envoyer des signaux hormonaux qui influent sur la fertilité. C'est quand même assez surprenant. Mais. Non. C'est cool, mais on ne s'emballe pas. Comme d'hab. Comme d'habitude, l'étude est encore préliminaire. Elle a été réalisée chez la souris. Est-ce que c'est aussi le cas chez l'humain ? Ça reste à prouver. Mais elle ouvre des pistes intéressantes, notamment pour comprendre certaines infertilités inexpliquées ou l'absence de règles chez certaines athlètes de haut niveau, par exemple. Voilà pour les 5 premières découvertes de l'année. On fera les 5 suivantes dans la prochaine émission du 1er lundi de février 2026. Et on vous met toutes les informations en description. Votez pour votre découverte préférée de l'année. On finit avec notre actu mystère. Ouais, avec nos 3 indices. Le premier, je suis un animal nouvellement identifié par les scientifiques, non pas par ma couleur orange fluo, mais plutôt par mon chant nuptial très sophistiqué. Le deuxième indice, je suis un animal de la classe des amphibiens, si petit qu'on pourrait me confondre avec un petit insecte. Et le troisième indice, je fais partie de l'ordre des anours, mais je ne suis pas un crapaud. Réponse tout de suite après ça. Oui, on voulait, avant de finir cette émission, vous présenter notre nouveau logo. On a même un petit signe lumineux maintenant. Ouais. On vous l'a dit en début d'émission, on change de fréquence, on passe à 2 fois par mois, tous les 1er et 3e lundis du mois. Donc on espère que vous serez présents parce qu'on croit beaucoup en cette émission et puis on aimerait la faire vivre le plus possible. Et on vous écoute d'ailleurs parce que vous avez été plusieurs à nous demander à avoir cette émission en podcast. Alors elle était disponible sur YouTube Podcast, mais pas ailleurs. Et là, maintenant, normalement, ça devrait être bon dès cette émission. On est en podcast partout. Yay. Maintenant, donc vous pouvez nous écouter en audio. Alors en vidéo, c'est toujours, vous avez des images en plus, donc ça vaut la peine aussi. Mais sur toutes les plateformes de podcast, on peut nous écouter. Oui, je pense bien que ça devrait marcher au moment de la publication de cette vidéo-là. Et puis, dernière chose, on a toujours besoin de votre soutien, même si on cherche toujours à faire des collaborations par-ci, par-là pour financer cette émission. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on a fini l'année 2025 avec un déficit sur cette émission de 6 795 $ canadiens. En euros, ça nous fait 4 201 € de déficit. Sachant que moi, je ne me paye pas dans tout ça. Hein. Je paye Thomas, je paye Marianne, la monteuse, et je paye la personne qui fait la miniature. Il n'y a pas de paiement lié à mon temps, ni lié au studio, tout ça c'est gratuit pour cette émission, pas de frais de fonctionnement, pas d'abonnement à des logiciels, tout ça je considère que c'est Syllabus qui paye. Donc avec juste 3 postes de dépenses, on est quand même à quasiment moins 7 000 $. Donc ça ne pourra pas durer indéfiniment comme ça. Donc on cherche des soutiens un petit peu partout, on fait des demandes de financement, mais votre soutien à vous, je vous le garantis, fait une énorme différence. Hein. Je le prends en considération à chaque fois quand je fais les comptes. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. On essaie de doubler cette émission pour qu'elle soit 2 fois plus intéressante, qu'elle vous apporte plus souvent. On vous la met en podcast pour que ça vous plaise, donc partagez. Et si vous pouvez, soutenez-nous. Voilà. Merci. Alors, cette actu mystère, quelle était la réponse ? On cherchait une grenouille, toute petite, moins de 14 mm de long, à peine plus grande que la pointe d'un crayon, comme vous voyez sur cette image, avec une peau orange vif parsemée de petites taches verdâtres. En fait, on vient tout juste de découvrir cette nouvelle espèce qu'on a baptisée Brachycephalus lulaï. En tout cas, c'est pas nous qui a... Merci pour la diction, pas mal. Hein. C'est pas nous qui l'avons décidé. En fait, ça a été en hommage au président brésilien pour encourager les initiatives de conservation de la forêt atlantique brésilienne. Et oui, cette grenouille vit dans une zone très précise au sud du Brésil, la
Serradokiriri, si je prononce bien, une chaîne montagneuse couverte de forêts, et elle se cache dans la litière des feuilles mortes au sol. L'animal a été repéré non pas à cause de sa couleur flashy, mais à cause de son chant nuptial des mâles un peu plus sophistiqué comparé aux espèces voisines. Ils ont ensuite confirmé la découverte avec une analyse génétique et des études morphologiques, notamment une texture de peau très lisse et une différence dans l'ossature qui la distingue des autres espèces du même genre. Et un autre détail étonnant, un petit peu fun fact, comme si on n'avait pas eu assez dans cette émission, contrairement à la plupart des amphibiens, les grenouilles de ce genre ont un développement direct. Ça signifie qu'il n'y a pas de stade tétard. Les petits sortent de l'œuf déjà formé. C'est fou ça. Ouais. Petit fun fact comme ça pour 2026, let's go. On espère que cette édition vous a plu. Il y a plein de nouveautés, vous le voyez. Donc n'hésitez pas à nous donner vos retours parce qu'on est vraiment intéressés sur le podcast, sur la version en bimensuel, sur cette émission qui était un petit peu différente parce qu'on a fait une grosse actu bien chargée avec beaucoup de commentaires et puis après plein de petites actus beaucoup moins chargées. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Est-ce que vous préféreriez moins d'actualité mais beaucoup plus fournie? Est-ce que vous préféreriez plus d'actualité à consommer comme ça rapidement? Dites-nous, ça nous intéresse de savoir ce qui vous intéresse. Cette émission, je veux qu'elle existe mais il faut qu'elle trouve son public aussi, donc on est vraiment à l'écoute. On en profite aussi pour remercier Québec Science qui nous a fait confiance pour vous parler de ces 10 découvertes scientifiques de l'année. N'hésitez pas à les voter. Oui, et puis on vous présente les 5 autres dans 2 semaines. Ouais. Voilà. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus qui parle d'une étrange ligne qu'on a sur l'avant-bras. Ouais, moi je l'ai pas. Tu l'as pas? Non, en tout cas on l'avait. Mon bras? Non, il l'a pas. Non, je l'ai pas. Bah, j'ai répondu à ton sondage, je l'ai pas. C'est vrai, très bien. Et notre dernière émission d'actualité scientifique, on discute de parachutes, d'obésité et d'inflammation, de matricide chez les fourmis. On sait que ça vous a fait beaucoup réagir cette petite actualité-là. Et on vous a également préparé un petit bêtisier de l'année que vous avez également apprécié. Oui, on a eu beaucoup de commentaires sur le fameux bêtisier. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, c'est vraiment sa spécialité, notamment sur sa chaîne Twitch Science à la carte et sur ses autres plateformes aussi. Tous les liens sont dans la description. On vous remercie. Dites-nous dans les commentaires quelle actu vous a le plus marqué. Évidemment, on vous écoute et on vous dit à très bientôt là. Bye bye. Salut.